Nous sommes le 10 mai 2022. Merci de nous suivre. Merci de continuer à nous faire confiance. Vous êtes nombreux à écrire, à postuler, à demander de passer à cette émission. Nous libérons la parole, nous la donnons à ceux qui en ont et surtout à ceux-là qui veulent apporter de la vérité, de la clarté. Un autre débat, nous le méritons. Ce qui est sûr, nous méritons un autre débat, un débat intelligent, un débat convivial, un débat harmonieux qui se passe dans le respect de l'autre et pour ne dire que de la vérité. Je reçois sur ce plateau 3 invités comme d'habitude. La deuxième participation de M. Tony Eloho qui est le politologue. Il est politologue et communicateur du FCC. Je rappelle qu'il parle aujourd'hui en tant qu'analyste. On va développer des questions d'actualité et nous allons essayer de le décrypter. Eri Massimbo est lui analyste politique et activiste pro-démocratie. On en parle aussi un journaliste, comme toujours d'ailleurs, Sélé Kalangila, le redoutable. Il est journaliste et porte-parole du CNC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si c'est votre première fois de nous suivre, commencez par vous abonner et montrez-nous que vous aimez cette émission. Les sujets, nous parlons de 2 grands sujets. La première question, c'est l'union sacrée de la nation et l'état des sièges. L'heure est à l'évaluation. Et après, on va parler des élections de gouverneurs. Est-ce que l'histoire se répète? Mesdames et messieurs, c'est tout de suite l'émission. Alors, la mise en œuvre de l'union sacrée et l'état des sièges demeurent de grandes décisions politiques prises et annoncées avec tambour par le chef de l'État après rupture avec la coalition FCC-Cash. Si dans le premier cas, l'intention de Félix Tshisekedi était de se débarrasser de son ancien allié, le FCC, en vue de matérialiser sa vision en faveur du social des Congolais, dans le second, la démarche est de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays, Ituri dans le Nord Kivu. L'impression qui se dégage au sein de l'opinion générale est celle d'un échec. Lequel échec est justifié par le front social qui se dresse contre le gouvernement et appelle à la fin de l'état des sièges. Mesdames et messieurs, voici un peu ce qui va caractériser notre discussion de tout à l'heure. Vous pensez que l'état des sièges est en train de chouer? Pensez-vous que l'union sacrée étreint les pieds? Quelle est votre appréciation à ce sujet? Vous pouvez donc écrire et même intervenir. Si ça vous intéresse de participer au débat, vous n'avez qu'à nous envoyer votre titre, votre compétence et nous allons vous rappeler pour participer à un prochain débat. Tony Eloho, comment allez-vous? Très bien, merci. Votre dernier passage était assez bien, les gens ont beaucoup apprécié, je veux dire très bien même, les gens ont apprécié un autre son de cloche. Aujourd'hui, je vous reçois dans un autre cadre, dans un autre sujet, dans un débat cette fois-ci. Comment évaluez-vous l'union sacrée dans son ensemble et comment vous évaluez l'état des sièges? Merci beaucoup, M. Bossembe, pour l'invitation, la nouvelle invitation. C'est un plaisir. Je pense que nos compatriotes qui ont fait les commentaires, j'ai lu certains. Ah, d'accord. Bon, c'est la vivacité de la démocratie, des opinions, mais je pense que nous avons tous en commun le Congo, cette passion qui nous dévore pour ce pays que nous aimons tant. Et comme aujourd'hui, vous m'avez fait l'honneur et vous m'avez même adoubé d'une fonction d'analyste, je vais faire l'effort d'être cet analyste-là et sortir un peu, je vais dire, des obligations partisanes. Il y a un devoir de vérité. Il faut rétablir la vérité. Il faut la dire, évidemment, avec conséquence, avec gravité également. L'union sacrée, pour parler d'abord d'elle, a été le fruit d'un espèce de coup d'État institutionnel. Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu une majorité qui a été renversée. Cette majorité était celle du FCC et qui, par les moyens que nous connaissons tous, a basculé. Bien évidemment, j'étais parmi ceux qui ne pouvaient pas redouter une telle option parce que simplement elle n'avait pas été prévue dans notre Constitution ni encore dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Mais les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Aujourd'hui, il n'est plus l'heure de revenir sur des considérations et faire un procès sur cette façon, bien évidemment, que nous jugeons déplorable et que je veux ici stigmatiser pour justifier les faibles résultats d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette majorité qui a été recomposée, je vais même dire récupérée par le président Tshisekedi, est en panne. Bon, je vais même dire que ça a été un mort-né. Parce que pour lui-même, le président de la République, il constate les limites de cette formule-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème déjà de coordination, il y a un problème à la fois de direction, il y a un problème également en termes d'objectifs clairs.
Je pense que le président de la République a très bien compris que cette union sacrée-là n'a aujourd'hui qu'une seule utilité, c'est de maintenir une certaine majorité rafistolée au sein de l'Assemblée nationale, avec les remous que l'on connaît de façon permanente entre Ensemble et les groupes qui se sont désolidarisés de leur parti pour venir au niveau de l'Union sacrée des anciens FCC, et même au niveau des autres groupes. Donc il y a un problème, et je considère que ce mouvement ou cet ensemble-là n'a pas réellement, je vais dire, un très grand destin. Le président de la République est face à sa responsabilité. Je pense que certainement, très rapidement, il aura besoin d'une nouvelle machine. En tout cas, je lui le conseillerais, parce que simplement, cette union sacrée, dans sa forme actuelle, ne lui permettrait pas aujourd'hui de consolider un programme, d'avoir une impulsion qui serait efficace par rapport aux besoins de nos populations. Et évidemment, je vais aborder la question de la deuxième question, le deuxième aspect de l'état de siège. Je pense également, là, en tout cas sans émotion, sans parti pris, il faut faire un constat, le constat d'un fiasco. Nous sommes aujourd'hui face à un véritable fiasco. Le fiasco est dû par quel fait? Simplement parce que, au départ, le président de la République qui a pris cette mesure-là, il faut saluer cette mesure, parce que on ne peut pas aujourd'hui, face à la détresse qui perdure de nos populations, que ce soit en Ituri ou dans le Nord Kivu, être, je veux dire, inaudible ou simplement amorphe sur cette question. Le président de la République a tenté d'apporter une réponse. Ça a été une réponse, malheureusement, qui n'a pas été structurée. Je voudrais ici lire même une des conclusions qui avait été faite par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale l'année dernière, qui a dit, excusez-moi, allez-y, c'est votre temps d'antenne. Une mesure, parlant de l'état de siège, c'est une mesure prononcée sans planification d'action stratégique, sans montage financier conséquent et incohérent et sans définition d'objectifs. Ça a été un peu l'évaluation qui a été faite. Vous vous souviendrez que l'année dernière, l'Assemblée nationale avait dû, lors de sa session de septembre, tabler sur la question et faire des recommandations. Ouais. Donc, de l'avis de l'Assemblée nationale et des différents élus, il était pour eux un constat que le président de la République a émis cette volonté, mais malheureusement, cette volonté, cette mesure, cette politique, cette ligne n'a pas été accompagnée par simplement un plan stratégique, un financement adéquat, par des objectifs clairs. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui cette hécatombe que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'état des sièges, nous sommes à peu près, avec ce qui s'est passé hier en Ituri, nous sommes à près de 2613 morts. Depuis le début. C'est le rapport de Jeune Afrique. Non, c'est le rapport de KST, qui est un groupe de la société civile qui documente les différents crimes que nous connaissons, assassinats et massacres au niveau de l'Ituri, et principalement à Djougou, à Irumu. Et ces rapports font foi, selon vous? Je pense qu'il s'agit d'acteurs de terrain qui sont en train de faire un monitoring des différents massacres. Malheureusement, ce sont des massacres de nos compatriotes. Voilà pourquoi je veux faire foi en ces rapports-là, parce qu'ils sont également documentés par la presse. Et il s'agit aujourd'hui d'en tirer les conséquences et de comprendre que ça ne fonctionne pas. Il y a aujourd'hui, avec l'état de siège, une limitation des libertés individuelles. Il y a le remplacement du pouvoir civil, donc du pouvoir élu de l'Assemblée provinciale et du gouverneur par un gouverneur. Oui, c'est une mesure exceptionnelle, mais qui restreint les libertés politiques, qui restreint également les libertés civiles. Vous voyez aujourd'hui, c'est constitutionnel, mais c'est une mesure qui pèse aujourd'hui sur ces populations. Aller à Goma, aller en Ituri, aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes, même pour des infractions civiles, sont obligés d'être recourir à des juridictions qui sont militaires, qui malheureusement ne sont pas partout. Donc, il y a une difficulté d'accès à la justice. Et il y a également des mesures, je vais même dire ostentatoires, mais liberticides, qui ne permettent pas à nos populations de s'exprimer. Vous avez vu dernièrement, j'ai suivi un député de l'Assemblée nationale qui s'est fait appréhender juste parce qu'il avait émis des réserves à Goma sur l'avancée ou une critique sur l'état de siège. Il y a un problème. Cette mesure exceptionnelle a prouvé ses limites. Elle a été, il faut le dire avec gravité, un fiasco, simplement parce qu'il y a eu un problème en amont dans la préparation, évidemment, de cela. Alors, imaginons-nous dans un autre contexte, comment voudriez-vous que les choses se passent? Aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, j'ai entendu la volonté du président de la République pour dire qu'il voudrait qu'il y ait une espèce de table ronde sur la question.
Mais il faut aujourd'hui appréhender la question d'une autre manière, M. Bossembe. À mon sens, les réponses à l'état des sièges, les réponses à l'état d'insécurité à l'est de notre pays doivent être vues sur 3 volets. Il y a d'abord le volet sécuritaire qui doit être mené par une armée qui doit être équipée, avec évidemment motivée, qui doit recevoir ses primes régulièrement. De l'autre côté, il y a également un volet communautaire qui doit être pris en charge. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ces massacres à Djougou, ces massacres à Djougou sont perpétrés par une milice qui s'appelle Codeco. Codeco, aujourd'hui, est en train de commettre ces exactions au nom d'un élan de défense, parce qu'ils disent ils protègent la communauté Lendu qui est en Ituri, face évidemment aux velléités Emma, ainsi de suite. Nous sommes face à un conflit communautaire. Voilà pourquoi il faut travailler sur le volet communautaire. Et l'autre volet, c'est le volet diplomatique. Et encore là, M. Bossembe, il faut, en tant que républicain, il faut quand même saluer les efforts entrepris par le président de la République qui a tenté un rapprochement avec le Rwanda, mais qui aujourd'hui, malheureusement, n'a produit aucun résultat. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une espèce de naïveté sur les intentions du président Kagame, qui s'est très clairement... qui s'est tout simplement présenté au départ comme étant un partenaire sincère, un partenaire rempli d'élan, de fratrie vis-à-vis du nouveau président de la République, avec ses volontés d'une meilleure collaboration. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Et ça, c'est une donne importante qu'il faut donner. La donne a changé au niveau diplomatique dès l'instant où il y a eu un rapprochement entre Kampala et Kigali. Hier encore, quand on tablait sur cette solution diplomatique, on avait cru qu'il y aurait un isolement de Kigali. Mais Kigali a très bien joué. Avec évidemment le rapprochement qui a été fait avec Kampala, c'est nous aujourd'hui qui sommes devenus totalement isolés du point de vue diplomatique. Regardez ce qui s'est passé au niveau de Nairobi, avec évidemment notre adhésion au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il y a aujourd'hui un Rwanda qui non seulement arrive à nous neutraliser sur la partie Est avec les différents partenaires, mais aujourd'hui applique une stratégie d'encerclement. Le Rwanda aujourd'hui, M. Bossembe, se retrouve à la fois à Bangui avec ses forces qui sont en train de soutenir les institutions actuelles. Le Rwanda aujourd'hui se trouve en face de nous avec le Congo-Brazzaville, avec les projets d'investissements économiques. Le Rwanda aujourd'hui est partout. Le Congo est encerclé. Et dans ces stratégies diplomatiques, il faudrait absolument que l'on puisse comprendre que nous devons aller au-delà de nos tensions d'antagonisme politique pour comprendre que il y a une question, celle de, je vais chuter sur ça, celle de notre défi existentiel. L'Est de notre pays est en proie à une insécurité permanente depuis plusieurs années qui sont les résultantes d'appétits gloutons de certains de nos voisins qui s'amusent ainsi à jouer avec la vie de nos compatriotes. Alors, vous avez eu plus de 5 minutes pour parler. Je donne le même temps de parole à chacun d'entre vous. Alors, Monsieur Eri, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. Monsieur Christian Bossembe. Je salue mes co-débatteurs ici sur le plateau. Je vous salue aussi. Merci. C'est ma première participation à cette émission et dans cette chaîne. C'est la première, mais après, vous en aurez beaucoup d'autres d'ailleurs. Bien évidemment. Je salue votre œuvre parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Il faut applaudir les jeunes Congolais qui se démarquent Merci beaucoup. dans les initiatives et dans leurs efforts de pouvoir aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup. Bon, si je peux aborder par rapport à... La même question, l'union sacrée, l'état des sièges, est-ce qu'on peut parler des échecs? Bien évidemment, bon, s'il faut parler des échecs ou pas de l'union sacrée, par rapport à ces objectifs, premièrement, les objectifs politiques de l'union sacrée, nous avons vu que ces objectifs politiques ont été atteints. C'était celui des renversements de la majorité présidentielle qui devrait être tendancieuse, maintenant renversée du côté du pouvoir, c'est-à-dire du côté de M. Félix Tshisekedi. Ça a été atteint, ce n'est pas un échec. Et puis, on a vu la formation du gouvernement avec partage du pouvoir, ça c'est un objectif atteint. Et puis par après, nous avons vu la répartition des tâches ou la répartition des postes quant au niveau de mandataires publics. Ça s'est fait, mais pas de manière, pas du coup comme ça, mais ça s'est fait petit à petit, on le voit. Mais quant au objectif, quand il s'agit de savoir est-ce que dans ce gouvernement de l'Union sacrée, il y a l'imprégnation de la vision du chef de l'État.
ça pose problème. Ça, c'est non. L'Union sacrée n'a pas saisi la vision du chef de l'État. Et ça se prouve à partir de son programme du gouvernement. Nous voyons le programme du gouvernement, comment est-ce que ce gouvernement travaille et quelles sont les attentes maintenant du peuple vis-à-vis de cette union sacrée. C'est ça maintenant la plus grande question. L'objectif politique, oui, ça a été atteint, mais les objectifs du point de vue de la pragmatique sur le terrain, on ne voit pas l'union sacrée. L'union sacrée est foutue, l'union sacrée a échoué, parce que par rapport aux attentes de la population attendait voir un gouvernement qui allait travailler pour ses intérêts. Est-ce que ce gouvernement est un gouvernement de l'union sacrée tout de suite, ou ce gouvernement, c'est plutôt une autre branche qui travaille sans forcément être dans l'union sacrée? C'est le gouvernement de l'union sacrée, parce que quand on voit la composante, les différentes composantes qu'on trouve dans l'union sacrée, on voit les représentations au niveau au sein du gouvernement. Donc, ce gouvernement ne s'est pas imprégné de la vision du chef de l'État vis-à-vis du programme qui est mis en place. On voit un gouvernement Samba Lukonde qui n'est pas à la hauteur des attentes de la population et à la hauteur des attentes du chef de l'État. Donc, c'est un gouvernement que nous appelons tous à la démission. C'est ce que le peuple dit. Nous voyons, du point de vue de la gestion économique au pays, il y a les chômages, il y a les prix des biens qui ne cessent d'augmenter, il y a les banditismes qui ne cessent d'accroître, il y a au niveau des transports, on voit rien ne fait. On voit tout ce qui s'est fait, les niveaux des infrastructures, les territoires, au niveau des territoires, les infrastructures, les territoires ne sont pas reliés entre eux. Alors, il n'y a pas la production au niveau local. Nous avons vu d'ailleurs, avec le flambé des prix de carburant, les soi-disant guerres, la soi-disant guerre de l'Ukraine, dont les implications est venue jusqu'en RDC. Le gouvernement sans Malcolm n'a pas su faire face à ça. On a parlé d'augmentation, nous avons commenté. International. Bien évidemment, bien évidemment. Ils ont tous senti le choc bien évidemment, de la guerre en Russie. C'est face au défi qu'on reconnaît les hommes d'État. Ok? Il y a eu un défi qui s'est imposé, c'est lui de relever le défi de la production de la production et de la transformation de nos hydrocarbures pour que nous puissions être indépendants du point de vue des entreprises multinationales. Mais qu'est-ce que ça a été fait? Rien n'a été fait par rapport à ça. Nous avons plaidé que l'associé, parce que selon l'accord que le gouvernement congolais avait signé avec l'associé, c'était que Perenco plutôt, c'était que dans la production, avant l'importation, avant que la Perenco puisse exporter tout ce qu'il produit, tout ce qu'il exploite ici chez nous, 50% de ces exploitations devraient servir à la transformation pour servir le besoin local. Mais cela n'a pas été fait. On voit le gouvernement, on voit messieurs Didier Bidimbu qui part au Guinée et qui revient. Rien n'a été fait. Mais c'est Christian Bossembe. On nous parle de plus de 450 millions de dollars qui sont versés au niveau aux pétroliers pour maintenir le prix de carburant à la pompe. Mais c'est 400 alors que l'associé n'attend que 150 millions de dollars pour pouvoir relancer sa production. Bon, c'est vrai que là, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur la question des hydrocarbures. Je ne voudrais pas m'aventurer dans les chiffres. Mais est-ce que vous pensez qu'en partant d'un seul ministère, comme vous le faites là, ça dénote la faiblesse de toute l'union sacrée, la désarticulation de toute l'union sacrée, ou vous pensez que bon, il y a d'autres ministres qui font assez un travail pertinent, mais qui peut-être ne remontent pas un peu à la hauteur? Ce que nous attendons, c'est quoi? C'est le changement de la vie quotidienne des Congolaises et Congolais. C'est-à-dire, la ménagère qui sort les matins pour aller au marché doit constater ces changements dans les achats qu'il fait. Mais ce gouvernement n'a qu'une année, comment voulez-vous qu'il fasse tout ça dans un an? Le gouvernement Kabila, de triste mémoire, a dit la même chose. Que voilà, Mobutu a fait 32 ans et nous n'avons que 5 ans, 10 ans, jusqu'à ce qu'ils ont eu 20 ans du pouvoir. Mais là, je parle d'une année. Ils n'ont rien fait. Alors, le défi pour un leader, ça se montre. Un leader est censé relever les défis. Un leader est censé trouver des solutions à des problèmes qu'il a trouvés. Un leader n'est pas là pour chercher des excuses. Des excuses, non. Des excuses, non. Un leader n'est pas là pour ça. Alors, donc, l'union sacrée, on doit changer de forme. Je crois que l'union sacrée a déjà atteint ses objectifs. L'union sacrée est expirée. Les chefs de l'État doivent voir maintenant
avec qui il doit aller aux prochaines élections. Très bien. Alors, l'état des sièges. L'état des sièges, voilà. L'état des sièges, tout au début, a posé un problème de budget. Vous vous rappelez bien quand le ministre de la Défense et les chefs d'état-major de l'armée ont été convoqués au niveau de la commission défense et sécurité. Ils avaient bien étalé. Sur un budget de 500 millions de dollars qui était entendu, le ministère de la Défense n'a reçu que 30 millions de dollars. Monsieur Christian, s'il vous plaît. Avec ça, vous croyez que le défi, l'état des sièges allait atteindre ses objectifs? Non. L'état des sièges a d'autres contraintes. La contrainte logistique. C'est-à-dire notre armée ne dispose pas assez des équipements militaires qui peuvent faire face, aux différents groupes armés qui sont camponnés, qui sont logés, qui se sont fait loger dans des forêts. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la guerre high-tech. La guerre high-tech, c'est-à-dire une guerre qui se fait dont la logistique est empruntée au niveau informatique. Donc, vous avez les repérages qui se fait à partir de drones. Alors, notre armée n'a pas ce genre de matériel informatique. Nous n'en avons pas, M. Christian. Il y a aussi un autre défi, le défi lié à la stratégie militaire. Ça pose problème. Parce qu'au moment où notre armée capture des éléments qui sont identifiés comme de militaires rwandais, et notre gouvernement au niveau de Kinshasa rejette cela. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas une bonne coordination stratégique entre Kinshasa et les provinces qui sont en état de siège. Il y a aussi un autre défi qui est celui de personnel. Ça pose un sérieux problème dans notre armée. Parce que nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? Les territoires conquis par notre armée n'est pas capable de pouvoir les contenir ou de maintenir son emprise sur ces territoires-là. On voit un territoire que l'armée a conquis. Aujourd'hui, 2 jours après, les groupes rebelles viennent pour imposer leurs lois, tuer et brûler des maisons et puis repartir par après. Et notre armée revient encore pour faire le même boulot. Donc, il y a un défi au niveau du personnel qui doit être relevé. Je crois aussi l'association, l'intervention de l'armée ougandaise qu'on avait entendue dans les 10 premiers jours de son entrée ici. Aujourd'hui, on ne l'attend pas encore. Où est passée cette armée? Très bien. Alors, vous avez eu plus de 5 minutes aussi. C'est les Kalangui, je reviens à vous. La même question, évaluation de l'Union sacrée, mais aussi de l'état des sièges. Vous rebondissez sur tout ce que vos co-débatteurs viennent de dire tout à l'heure. Merci beaucoup, Christian, pour cette question importante. Déjà, je pars d'un constat. Vous avez présenté plutôt mon aîné Eri comme membre du mouvement citoyen. Non, mais il a été dans le mouvement citoyen. Il a été dans le mouvement citoyen, mais bon, quand vous l'entendez parler, vous pouvez tout de suite établir les ponts entre lui et mon frère Tony du FCC. Donc, vous comprendrez que... Non, mais vous n'allez pas commencer avec des attaques non, tout de suite, quand même. J'ai fait un constat. J'ai fait un constat parce que je les ai suivis les deux. Okay. Un autre élément ici, c'est que la communication, elle est contextuelle. Lorsque les contextes changent, je pense que le message ou la communication change aussi. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Lorsque dans votre introduction, vous disiez que, ou vous avez dit que l'objectif de l'Union sacrée, c'était de se séparer du FCC. Non. Non, mais moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai lu le travail de la rédaction. Non, mais je crois que c'est lui qui a écrit cette phrase doit être sanctionnée après l'émission. Ah, c'est vrai. Oui, parce que l'objectif de l'Union sacrée, ce n'était pas de se séparer d'un allié. Oui. L'Union sacrée avait des objectifs. Le premier, c'est débarrasser des antivaleurs. Le deuxième, accorder une seconde chance aux personnes qui ont contribué au recul de ce pays, s'ils pouvaient comprendre que le contexte a changé et qu'ils pouvaient totalement se mettre au service de la nation. C'était les 2 objectifs principaux qui ont motivé la création de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que, après les élections de 2018, la population avait imposé une sorte de collaboration entre les camps qui avaient gagné les fauteuils présidentiels et c'est lui qui prétend avoir gagné la majorité au Parlement. C'est comme ça qu'on a vu les gouvernements Ilunkamba.
Mais je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé dans ce gouvernement-là. Il y a des gens, malgré les années qu'ils ont passées dans des institutions, qui n'avaient pas encore compris que le président de la République, ça se respecte, c'est une institution pour laquelle on doit avoir du respect. Il y a des gens qui ont continué à faire des déclarations tapageuses, sans respect, et dans tous les sens, comme si on était dans une société sans loi. Il y a des gens qui se sont caractérisés par les antivaleurs. Il y a des gens qui ont continué à dire « c'est pas tel qui gère, c'est celui-là qui gère ». Vous vous rappellerez de ces discours du président de la République en dehors du pays lorsqu'il dit qu'il allait déboulonner les systèmes ici. Vous avez vu comment les gens étaient agités ici. Parce que les gens avaient cru que FCC Cash était pratiquement FCC bis, où ils pouvaient continuer à se comporter comme par le passé. Et lorsqu'ils ont réalisé qu'en face, il y avait une autre façon, il y avait un autre rêve pour le Congo, il y avait une autre manière de voir le Congo, les gens ont opté pour un comportement rebelle, les uns faisant généralement recours à leurs anciennes habitudes. Et donc, il fallait la création d'une plateforme, d'un cadre dans lequel, à la fois, on pouvait accorder la chance à ceux qui avaient contribué au recul du pays de se, je vais dire, rattraper en se mettant totalement au service du peuple, mais aussi d'avoir les gens qui pouvaient également s'inscrire dans cette dynamique-là pour que la population puisse se retrouver. Pourquoi je l'ai dit? Alors, parce que si, excusez-moi, Mm. non, parce que si le but était de se séparer du FCC, il n'y aurait pas les membres du FCC dans ce gouvernement. D'ailleurs, il y en a qui travaillent bien d'ailleurs. Il y en a qui travaillent bien dans ce gouvernement, qui ont compris qu'il était temps de privilégier l'intérêt du peuple. Je vous renvoie à cette interview accordée par Pius Mwabilou au sortir de l'audience qui lui avait accordé le président Tshisekedi dans le cadre des consultation qui avait précédé la mise en place de l'Union sacrée. Il dit, à un certain moment de la vie, il faut regarder l'intérêt du peuple, il faut les privilégier. Et donc, pour nous, l'Union sacrée, ce n'était pas une plateforme créée parce qu'on avait les soucis de se séparer des uns des autres, mais c'était une plateforme créée... De se séparer avec les antivaleurs, vous dites. Parce qu'il fallait... Mais après, les antivaleurs, on le retrouve dans l'Union sacrée. Non, mais c'est parce que, regardez, vous n'allez pas quelqu'un... Il y a deux gens dans ce pays. Il est né, il a grandi dans la corruption. Son premier véhicule dans la vie était les fruits de la corruption. Vous n'allez pas 50 ans après demander à ce monsieur-là de se débarrasser totalement de la corruption. C'est normal. C'est endémique. C'est normal qu'il y ait des stigmates de corruption. Mais maintenant, la chance, c'est qu'il y a la punition, il y a la sanction qui arrive. Maintenant, il y a les institutions qui travaillent, qui ne reçoivent pas les autres des autres et qui peuvent tout de suite se mettre sur votre route et faire leur travail. Je ne vais pas parler du travail qui a été fait par l'UIGF. Je ne vais pas parler du travail qui a été fait dans le cadre de la lutte contre la spoliation des biens immobiliers de l'État. Je ne vais pas parler du travail qui a été abattu par la justice dans ces conditions-là. Et donc, moi, je vous dis que l'Union sacrée était une plateforme pour se débarrasser des antivaleurs et accorder la chance à certaines personnes si elles pouvaient se rattraper et se mettre totalement au service de la nation. Et puis, j'ai entendu, je ne vais peut-être pas aller dedans, mais je vais quand même rencontrer mon ami Eri qui disait tout à l'heure que le gouvernement de l'Union sacrée a échoué. Non. Est-ce que je dois vous rappeler que le gouvernement de l'Union sacrée a payé tous les arriérés dans différentes entreprises étatiques? Est-ce que je dois vous rappeler que le gouvernement de l'Union sacrée a augmenté la mobilisation des recettes d'État avec une conséquence positive sur notre budget, qui est aujourd'hui estimé à plus ou moins 10 milliards? Est-ce que je dois vous rappeler que l'Union sacrée, le gouvernement de l'Union sacrée a traqué sérieusement les spoliataires des maisons de l'État? Est-ce que je dois vous rappeler que le gouvernement de l'Union sacrée a augmenté de 30% les salaires de tous les fonctionnaires? Est-ce que je dois vous rappeler que le gouvernement de l'Union sacrée a mécanisé toutes les écoles aujourd'hui à travers la République? Est-ce que je dois vous rappeler que toutes les nouvelles unités seront payées par le gouvernement de l'Union sacrée à partir de ce mois d'avril? Partons de quelques éléments que je vais vous donner, s'il vous plaît. Parce que ça doit être pris en compte à partir du mois d'avril. Donc, partons de quelques éléments que je viens de mettre sur la table. Nous ne pouvons pas dire d'emblée que le gouvernement de l'Union sacrée a échoué. Mais je peux encore être d'accord qu'on se dise qu'il y a des choses qui ont marché et qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Pourquoi? Parce que dans l'Union sacrée, il y a deux gens qui sont venus, qui n'étaient pas venus servir la population. Il y a deux gens, après avoir contribué au recul de ce pays, qui avaient pensé amener le même comportement dans l'Union sacrée. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit que dans l'Union sacrée, il y a même quelqu'un que moi j'ai surnommé Jonas, qui envoyait en Zambie, il a refusé.
aller chez les Juifs, il a refusé. Finalement, il a embarqué. Moi, j'ai toujours dit que si il y a des petits problèmes dans la barque, c'est parce qu'il y a ces Jonas et il revient aux responsables de l'Union sacrée de le prendre et de les jeter dans l'eau. Qui est ces Jonas? Alors, moi, j'ai donné les faits. Maintenant, chacun peut comprendre, voir. Il est allé encore? Non, mais j'ai dit qu'il était envoyé en Zambie, il a refusé. Ok, et puis? Et puis, va chez les Juifs, il a refusé. En principe, il est Zambien des mères, Juif des pères et Congolais parce qu'il a les intérêts ici. Ah, ok. Très bien. Merci beaucoup, Sélé Kalengila. Alors, je reviens à vous. Je n'ai pas parlé de l'état des sièges, là. Est-ce que j'ai épuisé mon temps d'antenne? Si, vous l'avez largement épuisé. 6 minutes ont été... Vous l'avez sifflé, vos 6 minutes. Alors, pour parler de l'état des sièges, on vous accorde 2 minutes, le temps que les autres récupèrent pour l'état des sièges, parce qu'on aura... Non, mais on est tous d'accord que l'état des sièges n'a violé aucune loi de notre République. Et que toutes les fois qu'il fallait le renouveler, le président s'est référé au Parlement pour ce faire. Et que l'état des sièges n'était pas une solution automatique à la guerre. Parce que tous sommes d'accord qu'il s'agit d'une guerre asymétrique où il y a plusieurs implications. Mais c'est quand même facile qu'on dise que l'état des sièges a échoué. C'est aussi trop facile qu'on dise que pendant 3 ans, Tshisekedi allait mettre fin totalement à la situation de l'Est. Non. Pendant l'état des sièges, il y a les villages qui ont été, il y a des villages qui ont été récupérés. J'étais en train de voir quelques localités ici, Singa, Embe, Lubula, Chango, Bindo, Bing, beaucoup de localités qui ont été récupérées entre les mains de rebelles. Beaucoup de villages également. Aujourd'hui, quand vous regardez, même le mode opératoire dans cette partie du pays a changé. Mais j'ai toujours donné cet exemple. Nous faisons tous face au terrorisme. Et le terrorisme frappe de plein fouet le monde entier. Nous n'allons pas nous voiler la face. Il faut comprendre qu'on fait face à une situation terroriste pour laquelle nous devons adapter nos stratégies. Mais l'état des sièges, à mon sens, ce n'est pas un échec. Très bien, merci. L'état des sièges a produit de très bons fruits, mais il faut juste aller dans une sorte d'une politique dynamique par rapport au fait que l'ennemi change aussi des stratégies au fur et à mesure que notre armée l'attaque. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Je rappelle à tous les téléspectateurs, à tous les internautes que je reçois sur ce plateau Monsieur Eléo Tony, qui est politologue, et aujourd'hui il nous parle de l'actualité, et il n'est pas seul. Monsieur Eri Massimbo, analyste politique et activiste pro-démocratie, et Sélé Kalengila, qui est journaliste, porte-parole du CNC. Il nous fait l'honneur aussi de partager ce plateau. Vous, à la maison, la question est là. L'union sacrée et l'état des sièges, l'ère de l'évaluation. Comment vous évaluez l'union sacrée? Donnez-nous votre point de vue. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Congo Buzz, mais aussi dans toutes nos plateformes, Congo Buzz, Christian Bossembe sur Facebook, sur Twitter et sur TikTok. Allez-y, abonnez-vous, montrez-nous que vous nous soutenez, mais aussi envoyez-nous vos noms, vos coordonnées, si vous pensez faire partie un jour ici, parler, débattre, partager nos points ou partager avec nous vos points de vue. Alors, Monsieur Tony, je vous ai vu écrire comment vous brûlez d'impatience pour, sinon, rencontrer les arguments des uns et des autres. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Bossembe. Vous avez présenté M. Sélé Kalengila comme étant un journaliste, moi comme étant analyste et communicateur du FCC. Exact. Et M. Eri Massimbo comme un militant des mouvements citoyens. Pro-démocratie. Mais au fait, je pense que votre présentation n'a pas été très juste. Comment ça? Lorsque j'entends M. Sélé Kalengila, j'ai en face de moi un militant de l'UDPS. Non, il est porte-parole du CNC. Il a les éléments de langage d'un militant. Si aujourd'hui vous me donnez la chance d'être sur votre plateau, vous avez vu, j'ai fait l'effort d'être analyste. Je me suis dépassé, je me suis mordu la lèvre à plusieurs reprises lorsque j'avais envie de m'engager dans un débat plus virulent parce que je considérais qu'il fallait faire la part des choses entre nos casquettes politiques et l'actualité qui est si grave. Parce que quand on parle d'état de siège d'abord, on parle de réussite, on parle des localités, mais il y a une réalité accablante. C'est qu'il y a 2613 morts sur notre territoire. Très bien. Il s'agit de compatriotes qui, malheureusement, ont été fauchés par l'activisme de groupes armés qui pilulent dans notre pays et causent la mort. Il y a eu, j'ai vu des images horribles, il y a encore eu une incursion de Codeco ce soir, je pense, qui a fauché 15 jeunes. Il y a même un bébé de 4 mois qui a été frappé à la machette.
Donc, il y a des images insoutenables. Il y a une gravité dans la situation qui nous impose, et ça, je le répète, un dépassement patriotique. Au-delà de nos chapelles politiques, il y a la nécessité aujourd'hui de regarder la vérité en face et d'arrêter de faire la politique de l'autruche. La question de l'Est de notre pays n'est pas une invention d'une guerre asymétrique. La guerre asymétrique est dans les méthodes. Évidemment, ces méthodes, elles changent, elles s'adaptent, elles se contextualisent. Mais le véritable problème, Joseph Kabila a combattu le M23. Avant le M23, il a combattu le CNDP. Joseph Kabila a fait face à l'ADF. Il a fait face au FDLR. Nous avons souvent dans notre pays combattu les effets. Mais les causes, elles demeurent. Ces causes aujourd'hui, Codeco, FDLR, ADF et tous ces groupes qui pilulent, ne sont pas une réalité d'aujourd'hui. Ni pas des 3 ans, oui, ni pas des 3 ans de Joseph Kabila, ni des 3 ans de Tshisekedi ou des 18 ans de Kabila. Il s'agit d'une situation qui date de l'entrée des troupes, je veux dire des troupes, des populations rwandaises en 1994 dans notre pays. Ça fait 25 ans aujourd'hui. Oui. Et depuis lors, l'Est de notre pays est en proie à une désolation sans nom. Le président Mobutu a fait ce qu'il pouvait, mais il n'a pas pu. Il a lui-même été emporté par des groupes qui, bien évidemment, ont organisé des revendications et qui ont amené le PPRD aussi. Non. Qui ont amené Kabila au pouvoir. Hein, il y a eu des contestations communautaires. Ouais. Ces contestations communautaires, elles existent. À l'époque, même en 64, avec les Maïma, Simba, ainsi de suite. Mais elles se sont amplifiées à quel moment? Parce que la réalité Maïma est une vieille réalité au Congo. Lorsque ces groupes d'autodéfense ont senti l'entrée de populations venues d'ailleurs, il y a eu une résistance. Il y a eu une guerre à ce moment-là. Et c'était été une guerre communautaire. Il faut aujourd'hui de la gravité. Il faut aujourd'hui qu'on regarde les causes. Arrêtons un peu cette tendance toujours à vouloir se sanctifier et à jeter aujourd'hui l'opprobre sur l'autre. Je ne ferai pas cet effort. J'ai dit, lorsque j'ai parlé de l'état des sièges, que c'est un fiasco. Mais tout comme républicain, j'ai dit bravo pour l'initiative. Il est l'heure aujourd'hui d'apporter les correctifs importants. Les populations ne peuvent pas attendre le verbiage. Les correctifs vont aller jusqu'à quelle hauteur? Pensez-vous changer carrément l'Union sacrée, remettre le pouvoir aux civils, qu'on revienne à l'état d'avant, qu'on renforce l'armée? C'est quoi l'Union sacrée, M. Bossembe, est pour moi un cercueil. On ne tire pas sur un cercueil. Il faut l'accompagner à sa dernière demeure avec les dignités qu'on peut lui donner. C'est un groupe simplement qui n'aura servi qu'à des appétits politiques pour renverser une majorité, en tout cas caporaliser une majorité et désigner un nouveau maître, tout simplement. Mais dans les faits aujourd'hui, le gouvernement de la République, évidemment le gouvernement de la République qui en est issu, a fait de son mieux. Il y a eu des réalisations, pour entrer sur les questions des réalisations, bien évidemment c'est étranger à mon propos, mais il faut dire aujourd'hui qu'il faut une réelle dynamique politique. Il faut, vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi je conseillerais au président de la République de pouvoir se départir de ses habits militants et de pouvoir aller même auprès de son prédécesseur, créer une espèce de consultation auprès de toutes les forces, parce qu'il a parlé de cette table ronde. Il serait un beau geste républicain que le président de la République invite son prédécesseur Joseph Kabila, qui a géré ce pays pendant 18 ans. Il n'y a personne aujourd'hui, mieux que le président Kabila, qui sait manier du Kagame, qui connaît du Museveni, qui connaît du Burundi et qui connaît les enjeux stratégiques de notre pays. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas dans un positionnement politique. Je questionne aujourd'hui l'existence même de notre pays dans 5 ans, dans 10 ans. Ces élans aujourd'hui séparatistes, communautaires, sont en train de faire le lit de la balkanisation de ce pays. Et ça va au-delà de Kabila. Ça va au-delà de Tshisekedi. Ce sont des populations qui sont massacrées par des prétextes farfelus, par des personnes simplement qui n'ont aucune moralité et qui malheureusement prospèrent. Parce que dans le débat politique interne, nous sommes dans un débat de chapelle où il faut justifier je ne sais pas quoi, il faut mordicus dire que celui-ci est plus efficace que l'autre. Non! Ces enfants qui se font tuer, non, ils ne méritent pas ça. Il est l'heure, je pense, que le débat redevienne républicain et qu'on affronte les réalités de l'heure. L'état de siège a échoué. Pour y remédier, il faut aller sur une solution, je l'ai dit, qui soit communautaire. Je me rappelle, il y avait des assises de Goma, vous vous en souviendrez, ce qu'on avait appelé la conférence sur la paix, qui avait pour but de pouvoir mettre ensemble les communautés et parler avec elles pour trouver des compromis d'un vivre ensemble. Mais il faut travailler, continuer sur cet élan-là.
Mais quand vous avez aujourd'hui des responsables politiques qui passent à la télévision ou du haut de l'Assemblée nationale disent de façon si simpliste quitter les groupes armés, c'est indécent. Très bien. Il y a aujourd'hui des réalités qui nécessitent une approche républicaine consolidée au travers des solutions communautaires, des questions sécuritaires. Il faut revenir, il n'y a pas d'objectif dans cette union sacrée, il n'y a pas de planification, la commission l'avait dit. Il faut donner du contenu, il faut donner des objectifs, il faut donner des moyens à ces hommes, mais surtout, il faut arrêter avec la formule où l'armée s'arroge le droit de juger les civils et d'interdire les libertés publiques. Merci beaucoup, Monsieur Tony. Alors, avec vous, Monsieur Herry, la même question. Vous rebondissez à ce que les autres ont avancé tout à l'heure. Et puis, nous allons passer à la deuxième question sur les gouverneurs. Ce sera après vous, d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup pour la parole encore une fois. Je voulais dire à mon frère... c'est les Kalangila. C'est les Kalangila ici, présent. Bon, en fait, pourquoi alors... vous, l'Union sacrée, vous avez présenté l'état des sièges comme une nécessité. Il est temps de ne plus présenter l'état des sièges comme une nécessité. Il faut revoir cela. Il faut détrôner cet état des sièges-là pour remettre le pouvoir entre les mains des civils et consolider nos stratégies, renforcer notre armée en termes logistiques et du personnel, et en termes stratégiques. Déclarer notre ennemi, qui est le Rwanda et le Burundi. Rien à faire par rapport à ça. Quand on parle de groupes armés ici dans le pays, M. Christian, oui. on doit être clair comme de l'eau. Le groupe armé ADF, est-ce que c'est un groupe rebelle congolais? Non, c'est un groupe armé, c'est un groupe étranger. Ça appartient à l'Ouganda. Le FDLE. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des étrangers, ce sont les Rwandais. Au moins, on peut dialoguer avec les Codeco, qui est une guerre, on peut dire, communautaire. Et M23? Le M23, c'est un mixage congolais, rwando-congolais. Ceux qui appartiennent au M23 ne peuvent même pas faire leur entrée dans notre armée, ne peuvent pas faire l'objet d'un brassage quelconque. Parce que nous décrions, les infiltrations. Parce que pour Félix Tshisekedi, il n'est pas question de brassage, il n'est pas question de transformation de groupes armés en partis politiques. C'est exclu la transformation en parti politique, oui, c'est exclu. Oui. Mais les brassages, oui. Non, ils ont parlé dans la dernière constitution ici, ils ont parlé des brassages. Non, ils ont dit non en tout cas. Essayez de lire certains analystes, vous allez voir, on parle des brassages. Non, mais par contre, moi je vous donne l'information. Une option que nous devons rejeter catégoriquement. Parce qu'il y aura encore des infiltrations. Est-ce qu'on a parlé, on a dit à ces groupes armés de pouvoir rentrer chez eux au pays, au Rwanda et au Burundi? Est-ce qu'on les a dit en Ouganda? On ne les a pas dit. On peut dialoguer avec les Codeco, les Maïmaï et les autres groupes armés, dont nous savons que la guerre aujourd'hui que le Rwanda est en train de mener ici dans notre pays et l'Ouganda, c'est une guerre économique. C'est pour permettre à ces entreprises de pouvoir fonctionner et à l'économie rwandaise d'augmenter et de mettre la population rwandaise en paix et de lui donner du travail. Par rapport à la réussite de l'union, soi-disant, du gouvernement de l'union sacrée, chers frères, c'est là, je vous dis, l'union sacrée a atteint ses objectifs plutôt politiques. Mais quand il s'agit de s'imprégner de la vision des chefs de l'État, de répondre aux besoins de la population, niet, l'Union sacrée n'a pas répondu à ça. Papa, hier, vous achetez le pain à combien? Aujourd'hui, vous l'achetez à combien? Le transport aujourd'hui, dans la capitale, dans la ville province de Kinshasa, on ne sait pas qui fixe les prix des transports. Et ce sont le receveur, le chauffeur, le gouvernement ou le ministère des Transports. On ne sait pas. Qui le fait? Par rapport à l'état des sièges, on doit revenir par rapport à ça. Ce que moi, je peux donner comme proposition, c'est qu'on doit mettre fin à l'état des sièges. Remettre le pouvoir entre les mains des civils et renforcer notre armée, déclarer notre ennemi, qui est le Rwanda et le Burundi. Sur base de quoi vous allez déclarer le Rwanda comme ennemi? Mais c'est Christian, le fait que, lorsqu'on a parlé de ces consultations, l'absence du président Kagame ne vous dit rien par rapport à ça. Ah, son absence justifie la guerre. Non, s'il vous plaît, l'absence de Kagame, ça ne vous dit rien par rapport à ça. Les rapports mapping, ça ne vous dit rien par rapport à ça. La présence de l'FDLR,
les éléments de l'armée rwandaise capturés par notre armée régulière. Ça ne vous dit rien par rapport à ça. Après les consultations de Nairobi, on a vu Kagame et Museveni en train de fêter à Kampala. Ça ne vous dit rien par rapport à ça. Les infiltrations dont nous dénonçons à ciel ouvert, ici par les politiques, qu'elles soient de l'opposition, de la majorité, avant, c'était l'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir, qui dénonçait l'infiltration de notre armée. Les renseignements de notre armée et notre armée étaient tenus par les éléments rwandais. Donc, si on suit votre logique, on va faire la guerre aussi en Zambie, à la Zambie, parce que la Zambie, on a vu quelques éléments armés de la Zambie sur le sol congolais. On fera la guerre ailleurs, on fera la guerre à l'Ouganda, on fera la guerre finalement à tous nos 9 voisins. Voilà, monsieur Christian, aujourd'hui, nous avons 9 voisins. Oui. Et ces 9 voisins savent qu'il y a du miel et le lait en République démocratique du Congo. La République démocratique, c'est un pays en guerre perpétuelle. C'est un pays qui a vocation à pouvoir renforcer son armée, à pouvoir équiper son armée, à pouvoir donner à son armée les moyens nécessaires et à pouvoir valoriser ses militaires. On ne peut pas les laisser comme ça. Alors, je suis en train de voir avec vous, très cher Sélé, Monsieur Tony parle de 2613 morts. Un peu comme pour dire, ça va mal aujourd'hui qu'hier. Et au sujet de l'Union sacrée, la même question revient. Qui dirige finalement l'Union sacrée? Qui est le chef de la coordination de l'Union sacrée? Vous savez, Christian, j'ai toujours dit, et je vais dire ça à Tony et à Eri, mes chers frères, quelles que soient nos appartenances politiques, j'aimerais qu'on aborde cette question avec âme d'État et non avec état d'âme. C'est ce que vous semblez faire. Est-ce que vous savez qu'on parle là de la vie de nos compatriotes? Parce que lorsque je vous entends parler, j'ai du mal à dissocier vos discours au discours du président Paul Kagame, qui fait partie des premiers dirigeants africains à avoir critiqué et découragé l'état de siège. Et la question que je peux me poser, il a fait dans quel objectif? Il a fait dans quel objectif? En tout cas, je crois que c'est le premier dirigeant africain à avoir dit non à l'état de siège et à l'avoir critiqué avant même qu'il n'entre en vigueur. Juste l'annonce. Est-ce que ce n'est pas pratiquement les discours que vous êtes en train de relayer sur le plateau quand vous dites qu'il faut mettre fin à l'état de siège, quand vous dites qu'il faut l'état de siège a montré ses limites, mais entre-temps, vous reconnaissez que pendant l'état de siège, il y a les militaires rwandais qui ont été capturés, qui se sont retrouvés sur notre territoire. Non, mais moi, je ne suis que dans votre discours. Moi, je suis que dans votre discours, s'il vous plaît. Monsieur Tony, apaisez-vous. Je parlais ici des décisions stratégiques. S'il vous plaît. Est-ce que je peux parler? Laissez-le continuer. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Lorsque vous reconnaissez vous-même que certains éléments rebelles ont été capturés pendant cet état de siège, dont vous sollicitez la fin, est-ce que ça ne contredit pas votre discours? Vous savez, M. Tony a évoqué quelque chose de très important lorsqu'il a parlé c'est pas de la politique ou de la lutte pour la balkanisation de notre pays. Je suis aussi d'accord avec lui quand il dit que la situation date de longtemps. Moi, je vais peut-être vous choquer. Lorsque vous suivez les discours de Patrice Emery Lumumba en 1958, il évoquait déjà les dispositions prises pour la balkanisation de la RDC, appelant les nationaux à s'élever afin de barrer la route à ces gens-là. Mais quand vous lisez la suite des événements, vous verrez que cet objectif est resté le même. C'est la balkanisation de la RDC. Il y a les acteurs qui sont morts, il y a les stratégies qui ont changé, mais attention, l'objectif, il est resté le même. À 30 ans, nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe tout le temps à critiquer les dirigeants, à critiquer les décisions, les options qui sont levées, bien que salvatrices, seulement parce que dans notre tête, on pense qu'être opposant, c'est un peu comme j'ai entendu un opposant dire dans ce pays qu'il était prêt à créer l'insécurité pour ne pas amener Tshisekedi à gouverner. C'est ça un peu la mentalité que nous avons au Congo. Parce que dans sa tête, il sait que si on met fin à la situation de l'Est, ça sera à l'actif de Tshisekedi. Comme si Tshisekedi, s'il vous plaît, comme si après Tshisekedi, le Congo va s'arrêter. On parle de 2000. Non, s'il vous plaît. Les chiffres dans ce pays, ouais. Il m'a cité une source qui serait une organisation de la société civile, si je l'ai bien suivi. Qui font le monitoring sur place. On sait comment les bilans, on les dresse. Mon frère Eri, s'il vous plaît, mon frère Eri, vous l'avez présenté comme un acteur pro-démocratie.
tous, avant cette émission, on a eu un débat hors caméra, on s'est tous mis d'accord qu'il y a à boire, à manger, à vomir dans ce mouvement, société civile, pro-démocratie, ainsi de suite. Et donc, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la mort, même d'une seule personne, elle est condamnable. Elle est condamnable. Mais ce que je refuse de cautionner, c'est le maquillage des chiffres. C'est non seulement qu'on maquille les chiffres, mais qu'on refuse d'accepter les fruits qui ont été récoltés à la suite de cet état de siège. Alors, on refuse de l'accepter, mais dans les dires, on dit quand même qu'il y a eu des localités récupérées, il y a des villages qui ont été récupérés. Est-ce que selon vous, les choses ont changé dans ce côté-là, selon vous? Les choses ont changé parce que vous avez vu l'ennemi qui pouvait entrer hier dans un village, tuer, repartir comme il voulait. Aujourd'hui, il est même prêt à aller s'exploser dans un bar. Ça veut dire que quelque part, il y a une en face... Ben, on va l'écouter. S'il vous plaît. Oui, oui. On est en démocratie, l'écoutez. J'ai dit que quelque chose s'est passé. Il y a eu un changement. Mais est-ce que c'est suffisant? J'ai dit, à partir du moment où il y a même un mort par jour, il faut maintenir les caps, il faut redoubler d'ardeur. Très bien. Mais je vais finir par là. Nous sommes tous d'accord ici que cette situation date de longtemps. Entre-temps, comme ces gens étaient dans une dynamique de balkaniser notre pays, au fur et à mesure qu'ils évoluaient, pendant que nous, on était dans les débats, Kabila a dit, Tshisekedi a fait, Mobutu a dit, et ils sont organisés. Ils se sont, je vais dire, enracinés chez nous. Ils ont pris nos sœurs, ils nous ont pris nos frères. Aujourd'hui, nous avons les enfants qui sont prêts. En tout cas, vous l'avez vu ici, comment pendant l'état de siège, on a eu à prendre les chefs coutumiers, les chefs des secteurs, qui étaient des mèches avec ces gens-là. Merci beaucoup. Et donc, la situation ne peut pas, à mon sens, être liée à qui que ce soit. C'est une situation pour laquelle toute la nation doit s'élever, arrêter l'hypocrisie et combattre cette situation. Monsieur Tony, vous avez la parole. Bon, je vais répondre rapidement. Oui, très rapidement parce qu'on prend les Monsieur Sélé Kanangila. Monsieur Sélé, vous savez, j'apprécie les correctifs que vous avez apportés dans votre argumentaire. Ils sont patriotiques. Mais je considère, quand vous nous dites que nous sommes en train de faire les relais des positions... Mais votre discours, hein, j'ai pris vos deux discours. D'accord. Laissez-le, allez-y. Donc, quand vous êtes en train de dire que nous sommes, nous, en train de faire le relais des propos de M. Kagame, c'est quand même outrageant, c'est quand même insultant. Je pense qu'il y a une façon de défendre sa position politique sans pour autant cracher sur certaines questions qui doivent appeler à une certaine retenue républicaine. Vous avez parlé des chiffres. Vous avez évoqué le fait qu'on a certainement, on a maquillé les chiffres. Moi, ça me rappelle ce qu'a dit un ambassadeur ici, pour ne pas le citer, un ambassadeur rwandais qui a parlé lorsqu'il y a eu le rapport mapping notamment. Et même Kigali l'a soutenu, ils ont dit les chiffres sont accentués. Il faut faire attention. Nous avons, nous, une responsabilité comme politique. Je suis, moi, politique, vous êtes politique journaliste. Nous avons cette responsabilité comme politique de faire attention, de ne pas créer des discordances lorsque le débat il est national et qui touche à l'âme même de notre nation. Il y a aujourd'hui un crime qui est en train de se faire quotidien au niveau de l'Est de notre pays. Les chiffres, ils sont là. Il ne s'agit pas de vouloir défendre ou les disculper qui que ce soit ou diminuer leur nombre, ni se faire aujourd'hui honneur d'en parler. Il s'agit de la vie de nos compatriotes qui sont fauchés. Lorsqu'aujourd'hui, nous évoquons cette question aujourd'hui comme politique, il y a cette responsabilité-là et évitons la condescendance. Maintenant, sur l'autre aspect, lorsqu'on parle de faire la guerre, moi, aujourd'hui, comme opposant, bien que je sois ici sur la casquette d'analyste, j'ai fait des propositions. Je pense que M. Bossembe, vous les avez suivies. J'ai parlé concrètement. J'ai dit qu'il faut travailler sur la diplomatie. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut préparer une guerre. Parce qu'effectivement, préparer une guerre, nous sommes dans un contexte d'encerclement. Nous avons perdu le temps à danser, à rire pour des hommes et des X et des Y. Et tout cela nous a simplement distraits. Nous avons en face de nous des intérêts qui passent par nos voisins qui veulent simplement dépecer ce pays. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons créer face à ce qui vient de se passer à Djougou. Il est important que le président de la République, celui à qui incombe la première responsabilité de l'unité nationale de notre pays, prenne ses responsabilités dans un élan républicain, qu'il consulte premièrement son prédécesseur Joseph Kabila qui est là, qui a une expérience avérée, et c'est pour nous une chance. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Non, il l'a, mais c'est ce que je dis. Ouais. Joseph Kabila a été au front contre le CNDP. Oui. Joseph Kabila a été au front contre le M23. Ne sont-ils pas revenus?
C'est ça le problème que nous avons. Nous sommes en train de combattre les effets. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Codeco. Demain, il y aura un autre groupe qui va s'appeler X. Ce sont ça les effets. Oui. Tant qu'on ne nous appréhenderons pas les causes profondes. Mais quelles sont les causes? Les causes le chômage, la mauvaise cohabitation? Il y a un problème de cohabitation des communautés. Et ça, c'est récurrent dans plusieurs zones de notre pays. Que vous allez à l'Équateur avec les Ignélés, quand vous allez au niveau du Kivu, que vous allez au Sud Kivu, que vous allez même dans le Tanganyika, ainsi de suite, il y a un problème dans le vivre ensemble. Et la solution, c'est quoi? C'est que depuis 1960, nous n'avons pas veillé à maintenir l'éducation comme arme de solidité de notre unité nationale. Nous n'avons jamais eu de politique correcte pour ça. Il n'y a pas eu de politique publique qui ont veillé à imposer le vivre ensemble dans nos communautés. Et cela crée des groupes d'autodéfense. Et ce sont ces groupes d'autodéfense qui ont pilulé depuis 1964 dans ce pays. La situation est devenue explosive avec l'entrée des groupes armés Interamwe en 1994 dans la partie est de notre pays. Et cela a créé l'hécatombe que nous connaissons aujourd'hui avec la prolifération des armes, avec aujourd'hui ces crimes qui sont en train de se passer dans notre pays. Et aujourd'hui, un élan stratégique de nos voisins au niveau de l'Est qui ont pour seul objectif d'élargir leur espace vital. Très bien, pardonnez-moi, je vous avais coupé, donc vous étiez en train de dire qu'il rencontre son prédécesseur. Ensuite, quoi d'autre? Qu'il rencontre son prédécesseur, c'est la première démarche républicaine. La deuxième démarche républicaine, que par ordonnance, comme il avait statué sur l'état de siège, qu'il l'abroge et qu'il permette ainsi de pouvoir convoquer très rapidement ce que lui a appelé une espèce d'état de lieu. Il faut faire un état des lieux de cet état de siège. Il faut tirer aussi les responsabilités des uns et des autres qui se sont compromis, que ce soit dans l'appareil sécuritaire, que ce soit également les mauvaises performances de notre diplomatie, le revers que nous avons eu dernièrement avec les groupes armés et les négociations au niveau de Nairobi. Il faut faire un état des lieux sur ça. Il faut faire un état des lieux financiers pour savoir qu'est-ce qui a été affecté normalement à l'armée. Y a-t-il eu des détournements? Pourquoi les militaires ne reçoivent pas les primes? Il faut faire un état des lieux dépassionné, rationnel, et à la suite de cela, il faudrait aujourd'hui s'engager sur une... il faut ressouder l'âme nationale et engager ainsi, comme je l'ai dit, sur les 3 volets, par un gouvernement, je l'espère, qui peut peut-être sortir d'ici 2023, trouver des solutions à ces différents points avant la fin du mandat du président de la République. Mesdames et messieurs, manifestez votre particulière attention en vous abonnant et puis en envoyant des j'aime et des cœurs, en partageant la vidéo à plusieurs personnes pour atteindre une autre couche beaucoup plus importante. Messieurs et dames, nous prenons le deuxième sujet, mais là, il nous reste plus que 20 minutes pour terminer. On commencera avec Monsieur Massimbo. Nous allons parler de l'actualité, l'élection des gouverneurs. Est-ce une désillusion? Est-ce une véritable distraction? Et l'histoire, et si l'histoire s'est répétée, c'est la question que vous avez chez vous. La corruption à grande échelle est souvent signalée au niveau des assemblées provinciales. De grands électeurs se font corrompre avec de sommes sonnantes. Allusion faite à la réaction de Diomi Ndongala sur l'élection de gouverneur au Congo central, c'est dimanche. Non, c'était voilà, à la réaction de Diomi Ndongala sur l'élection de gouverneur, ce 6 mai 2022. Le candidat malheureux Diomi a saisi la Cour d'appel du Congo central pour dénoncer une vaste opération de corruption des élus provinciaux. Un comportement jadis décrié sous mandat de Corneille Nangaa et autres. Denis Kadima, vanté et soutenu par une certaine opinion, risque de suivre le pas de ses prédécesseurs avec la corruption à ciel ouvert. Je ne comprends pas les raccordements. Moi non plus, je ne comprends pas les raccordements de celui qui l'a fait. Je crois qu'il mérite une sanction pour de vrai. C'est parce que c'est lui qui a... Je crois qu'il mérite une sanction. Parce que je vais quand même... Très bien. Alors, ici, l'actualité, c'est pour les gouverneurs, en fait. On va parler des gouverneurs qui ont été élus. En fait, plusieurs gouverneurs ont été élus à la suite de soit l'Assemblée provinciale qui ne voulait plus des gouverneurs et bien d'autres. Et puis après l'élection, vous avez entendu des déclarations. Moi, la déclaration qui m'a fait rire, c'est la déclaration d'Aîné Monansemi, à qui on pose la question, que va-t-il faire après? Il n'a pas répondu. Mais puis après, d'autres estiment qu'il y a eu... Alors, il y a eu véritablement une corruption, mais à grande échelle, très cher Massimbo. Que pensez-vous de cette élection? Est-ce que, un peu comme Tony l'a dit, est-ce que nous ne saisissons pas le problème, je dirais, les causes? Est-ce que nous ne nous attaquons pas qu'aux conséquences? Voilà, par rapport aux élections, corruption ou pas, s'il y a eu, je ne sais pas moi, aussi longtemps que
c'est l'argent qui ont servi à la corruption. Nous ne savons pas les retracer. On ne saura pas déterminer s'il y a eu corruption ou pas. Donc, mais il y a des preuves, en fait, pas des preuves, je veux dire. En politique, il n'y a pas de preuves. Si, mais les gens l'ont dit, Il y a seulement des faits. les gens l'ont décrié. Des candidats ont dit qu'on m'a demandé de l'argent et j'ai donné et puis on ne m'a pas élu. Et d'autres ont dit, Et s'il a été élu, oui, il aurait dit quoi? non, il n'allait pas le dire, bien sûr. Voilà, donc, quand on n'est pas élu, il faut avoir ce courage-là de pouvoir dire, voilà, je félicite l'autre candidat qui a rapporté les élections et moi j'ai échoué. Il faut accepter deux fois la défaite. Oui, le fair play, c'est aussi dans le leadership. Mais est-ce que vous niez le fait qu'il y a corruption à grande échelle au niveau de l'Assemblée provinciale, même à l'installation du Sénat? Rappelez-vous que le chef de l'État avait suspendu le Sénat pendant une période, tout simplement parce qu'il y avait des cris pertinents sur la corruption. Mais personne n'a été introduit en justice par rapport à ça. Personne n'a été accusé, amené à la justice par rapport à ça. C'est ce que j'ai dit au départ. De preuves en politique, s'il faut les chercher, c'est peut-être dans 10 ans ou 20 ans après qu'on va vous révéler les documents où les gens vont témoigner par rapport à ceci ou à cela. Mais pour le moment, c'est difficile de pouvoir établir s'il y a eu corruption ou pas. Mais c'est que nous constatons, nous avons vu les leaders qui se sont battus devant les différentes assemblées provinciales pour pouvoir avoir la confiance de ces députés-là. Et nous avons vu certains gouverneurs être élus et d'autres... Est-ce que ça va changer quelque chose dans la territoriale? C'est ça maintenant le plus grand problème. La donne territoriale va-t-elle changer? C'est ça maintenant le plus grand problème. Est-ce que ceux qui ont été élus par les différentes assemblées provinciales ont été élus sur base d'un programme de développement de leur province? Ont été élus sur base de quoi en fait? Est-ce que sur base d'une recommandation, sur base d'un ordre politique donné par Kinshasa? Tout ça, ça entre en compte. Si ce n'est pas un programme, j'ai dit félicitations, alors donner au nouveau gouverneur l'opportunité de pouvoir mettre leur programme en marche. Mais si c'est par un ordre donné par Kinshasa, des mois après demain, on va encore donner un autre ordre pour pouvoir débarquer les gouverneurs qui ont été élus. Alors, je prends par exemple le cas de notre ville de Kinshasa. J'allais en parler, prenons le cas de Kinshasa. Voilà, prenons le plan de Kinshasa. On voit une négligence notoire au niveau de la gouvernance, de la gestion de la ville province de Kinshasa. Monsieur Ngobila a été élu sur base de quoi? Si Monsieur Ngobila a été élu sur base d'un programme, qu'il nous dise son programme, il est maintenant à quel niveau de son exécution? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce qu'il avait prévu et qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait et qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Monsieur que je considère Jekoko Mulumba, qui venait d'être élu comme vice-gouverneur, moi j'aurais souhaité que Rabi, qui est un jeune, puisse être élu à sa place. Mais néanmoins, par rapport au poids politique, j'estimais que M. Jekoko représentait un poids politique dans la ville de Kinshasa et il a la capacité de pouvoir faire face à M. Jean-Tini Ngobila plutôt qu'à Rabi. Mais faire face pourquoi? Parce que c'est pas son opposant. Bien évidemment, non, pour les intérêts nationaux, ok, mais c'est Christian, pour les intérêts nationaux et les intérêts provinciaux, nous sommes prêts à nous entrer en guerre. Parce que quand je vois, par exemple, mon titulaire ne répond pas, ce qu'il fait ne répond pas aux besoins, aux attentes de la population. Mais je serai en guerre contre lui. Mais la compétence de l'attribution, vous n'allez pas vous arroger les droits d'un gouverneur. Mais je ne saurais pas cautionner cela. Parce que rester calme, c'est taire, c'est cautionner la mégestion. Je prends l'exemple du marché Zando ici. Est-ce que vous croyez vraiment, en tout état d'âme, est-ce que André Kimbuta aurait accepté de détruire Zando et de faire 16 mois sans pour autant les reconstruire, ni commencer les travaux, ni finir la destruction des Zando? Parce qu'il faut voir, est-ce que pour moderniser les marchés congolais, les marchés des villes de Kinshasa, il fallait seulement détruire Zando? On ne pouvait pas construire un autre marché moderne au niveau de Matadikibala ou au niveau de Kinkole là-bas pour désengorger les centres-villes. On pouvait bien le faire. Mais pourquoi on a seulement détruit Zando? Et resté 16 mois après, rien n'a été fait. J'ai dit souvent dans les chaînes de télé ici, M. Jean-Tini Ngobila a Simbisa, président de la République, touche. Parce qu'il n'a même pas du respect pour l'institution président de la République, ni pour la personne du chef de l'État. Imaginez-vous, vous appelez un chef de l'État pour venir poser la première pierre pour le lancement des travaux. 16 mois après, rien n'a été fait. Ils n'ont pas encore fini avec la destruction des marchés centrales Zando ici. Ils n'ont rien fait. Et tous ces gens qui ont perdu la vie ici
pour réclamer, protester contre cette décision de M. Chantini Ngobila. Très bien. Ils ont perdu leur vie comme ça. Je crois que M. Jekoko, comme il est là, c'est un natif de Kinshasa qui laissait un peu de secouer Chantini Ngobila. Parce que Chantini Ngobila ne fait rien. Il n'y a pas de... La redevabilité là, il n'y a pas. Et la ville, le député provinciaux, nos élites provinciaux ici, a commencé à parler au président Godin Poy. Il ne faut rien. Lui, il ne fait que chanter du jour au lendemain. M. Chantini Ngobila, qui n'est qu'un simple décorateur de boulevard Lumumba et des boulevards du 30 juin. Il ne fait rien par rapport à ça. Le président de l'Assemblée provinciale chanter à l'honneur. Référence faite à l'émission de l'équipe nationale où il dit à Maman Sylvie, est-ce que déjà vous avez une ville Kinshasa Ngengi Boy? Est-ce que déjà vous avez une décoration à Boy Penza à la gare centrale? Mais c'est manqué même de ses élus, c'est manqué même des fidèles qui partent dans son église. Parce qu'ils croupissent dans la misère, dans la pauvreté, dans le chômage. Hein? Merci beaucoup. Même, je crois que pour la gestion de la vie de Kinshasa, c'est les Kanangi là, seraient d'accord avec moi. Non, mais... Si je crois qu'il serait d'accord avec moi. S'il n'est pas d'accord avec moi, ça va se comprendre. Ça montrerait qu'il ne fait que protéger l'union sacrée qui a donné le pouvoir, qui a au moins pensé à donner un peu du pouvoir à son leader. Oh là là. Bien évidemment, parce qu'avec la gestion de Kabila, puis Mouabil n'avait rien reçu. Non, on va pas rentrer là. Hein? On va pas rentrer. On a bien commencé le débat, on va bien le finir. Mais la vie de Kinshasa est mal gérée. Non, mais c'est à moi de prendre la parole. Mais c'est Tony avait la parole tout à l'heure. C'est moi qui donne la parole. Vous allez clôturer. On va laisser les journalistes clôturer. Monsieur Tony, allez-y. La question des gouverneurs, est-ce que l'on a vu le problème où l'on veut tout simplement faire comme on dit un peu du subproda, on va dire un peu de, comme on dit, le matu vu, on va essayer un peu de faire le cosmétique. Non, vous savez que tout revient un peu à l'union sacrée, parce que comme on l'a dit, l'union sacrée elle-même est née de la corruption. Il vous souviendra de ce qui s'est passé avec les palissades, où il faut saluer ici la magnanimité du président de la République, qui a fait don à nos honorables députés des palissades. Je ne sais pas si ces palissades, je ne crois pas que nos amis députés, auparavant, avaient eu cette même chance d'avoir un président de la République aussi généreux que celui que nous avons actuellement. Il faut féliciter. Revenir même au parti UDPS. L'UDPS a été le seul parti dans l'histoire de notre République à faire élire des gouverneurs de son parti politique dans des assemblées dont elle ne dispose même pas d'un seul député provincial. Ça également, il faut en parler. Bon, vous allez me dire, c'est le miracle de l'union sacrée. Après également, quand on parle des fameuses anti-valeurs, les cris de corruption, Monsieur Sélé a dit quelque chose d'assez important quand il dit que parmi les deux objectifs, le premier objectif, c'est se débarrasser des anti-valeurs. J'ai l'impression que les anti-valeurs ont la peau dure dans notre pays et que malgré les efforts, la gentillesse du président de la République et tous les efforts de l'IGF, lorsque malheureusement on accède au pouvoir par les voies de la corruption, on exerce les pouvoirs par les mêmes voies. Et c'est ce qui justifie, l'inefficacité de l'action au niveau de nos provinces. Parce que les gouvernements provinciaux, ils souffrent de deux choses. Un, l'instabilité, parce que voilà, pourraient avoir accédé au pouvoir de façon que l'on connaît tous, ils sont dans une relation marchande avec les députés provinciaux. Dès qu'ils bloquent la manne, ceux-ci se réveillent. Et se réveillent, le font chanter avec une motion. Et malheureusement, les gouvernements provinciaux n'arrivent pas à dérouler leur programme. Ils sont toujours sous le coup de menaces des députés provinciaux à cause de la genèse. Et cette genèse, malheureusement, elle est dans la pratique aujourd'hui de notre politique, dans l'ADN même de nos rapports entre élus et électeurs. Et le deuxième problème de nos provinces est situé également sur l'absence des moyens. Parce que vous savez, il y a toujours ce débat que nous avons eu depuis l'époque de Mouzitou comme Premier ministre, celle de la rétrocession, la retenue à la source. Beaucoup de provinces, aujourd'hui, ne disposent pas de moyens pour exécuter leur programme. Il s'agit simplement d'intendants qui ne font que du surplace et payer des salaires. Il n'y a aucune vision dans nos provinces. Certes, il y a des papiers qui sont écrits où on dit que ce sont des programmes, mais tant qu'on ne résolvera pas la question de l'autofinancement ou de la rétrocession de nos provinces, nous serons toujours dans le théâtral, dans malheureusement ce qui amuse la galerie. Bon, évidemment, M. Herry s'est attaqué directement à M. Ngobila et tout ça. Bon, je me dis une chose, M. Ngobila, c'est
le premier fils, je veux dire le fils aîné du président de la République, comme il aime se le proclamer. Je suis de l'opposition, permettez que j'évite d'entrer dans cette gestion que je considère malheureusement à l'exemple même de notre République. Joseph Kabila a dit quelque chose d'assez important. Son plus grand échec a été de n'avoir pas réussi à transformer changer les Congolais. Voilà. Les Aïrois Voilà. en Congolais. Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours trouvé que oui, l'homme a parlé en l'air. Mais il s'agit malheureusement d'une réalité profonde. L'homme politique congolais est à l'image de l'homme congolais lui-même. Ça veut dire que nous avons développé en nous, depuis les années 90, avec le fameux « débrouillez-vous », un instinct de survie animale qui consiste à ne vivre que par des antivaleurs, que par la corruption, par les détournements, par... Bref, les antivaleurs. Voilà, ces antivaleurs, elles ont la peau dure. Il faut aujourd'hui, pour changer les choses, il faut que le leadership actuel incarne lui-même les valeurs et ainsi travailler avec, je vais dire efficacité, mais surtout par l'exemple. On dirige mieux que par l'exemple. On termine ce débat avec vous, Sélé Kalagila. Vous avez la parole. Je pense que je vais prendre un peu de temps. D'abord, je vais vous revenir sur ce que mon frère Tony a dit tout à l'heure. Excusez-moi, c'est très important. Lorsqu'il parlait de la table ronde qu'il encourage. Mais en même temps, on est d'accord que cette situation date de longtemps, mon frère. Combien de tables rondes on a organisées? Est-ce que ces tables rondes ont-elles apporté des solutions? Joseph Kabila a organisé combien? Est-ce qu'avant de quitter le pouvoir, il a mis fin à l'insécurité dans cette partie est? Vous savez, c'est quoi le problème? Parce qu'autour de cette table, vous viendrez vous asseoir avec un général qui est en complicité avec ces gens-là, avec un chef du territoire qui est en complicité avec ces gens-là. Aussitôt les options levées, ces gens-là sont informés, ils se réorganisent. À mon sens, ce n'est pas ça la solution. Parce que j'ai rappelé autour de cette table qu'il y a des nationaux qui ont été arrêtés pendant l'état des sièges, en train de livrer à manger à ses ennemis, en train de livrer des armes à ses ennemis. Quand vous lui posez des questions, il est originaire de Goma, il est originaire de Bukavu, et j'en passe. Est-ce que cette table ronde va-t-elle résoudre ce problème? J'ai dit non. C'est le président de la République qui l'a proposé. Non, mais non. Dans un élan républicain, je l'ai encouragé. Non, mais s'il vous plaît, moi, le président de la République a parlé. Moi, je suis citoyen pour émettre mon point de vue. Ah, vous parlez comme journaliste. S'il vous plaît. Je me dis que pour moi, cette table ronde, non, s'il vous plaît, cette table ronde que vous semblez encourager et à laquelle vous appelez tout le monde ne va pas résoudre des problèmes. Parce que nous avons, s'il vous plaît, parce que nous avons, s'il vous plaît, il n'est pas membre de l'Union sacrée. Parce que quand nous sommes dans un pays où quelqu'un qui s'appelle opposant te dit qu'il peut créer l'insécurité parce qu'il ne veut pas que tu gouvernes, qu'est-ce qu'il peut ne pas faire pour accéder au pouvoir ou pour collaborer avec ces gens-là? Je pense, moi, que pour résoudre cette situation, il faut aimer ce pays. Il faut vraiment aimer ce pays. Il faut comprendre qu'on ne peut pas devenir ministre parce qu'on a marché sur le cadavre de ses frères et sœurs. Il faut comprendre qu'on ne peut pas devenir général parce qu'on a tué ses propres frères. Parce qu'à votre discours dont j'ai parlé tout à l'heure, excusez-moi, je ne peux pas vous insulter parce que vous avez pensé qu'il y avait de l'insulte. Non, je ne peux pas, j'ai un grand respect pour vous. Mais j'ai quand même établi un lien entre vos dires, le dire de Paul Kagame. Je peux même aussi associer la danse de M. Fayoulou lorsqu'on lui a dit que Kagame allait venir lui donner le pouvoir ici. Alors, vous trouverez qu'il y a, vous vous retrouvez quelque part. Poursuivons la ville. Le plus grand échec pour moi de Joseph Kabila, ce n'est pas le fait de n'avoir pas changé la mentalité, c'est l'absence de la sanction. C'était ça. Tu peux tuer, tu peux voler. Si les soirs, tu chantes Chikata, Kabila Toto, on ne t'inquiète pas. Tu peux prendre l'argent comment ça s'appelle encore là où il y avait quitté, c'est quoi encore le nom? L'FPI. Tu peux aller chez FPI, prendre l'argent. Tu peux spolier les maisons de l'État. Tu peux me dire ce qu'on a fait de la liste déposée par le professeur Luzolo à l'ancienne Cour. Alors, on va refaire l'émission. Ça veut dire que le problème, c'était l'absence de la sanction et non. Nous sommes dans le gouverneur. Maintenant, je vais vous dire un problème. Je crois que M. Herry a semblé le dire ici. Nous sommes dans une société où tout ne peut être bien que si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, tout le monde qui vient, c'est sur les fonds de corruption, c'est sur les fonds, je ne sais pas, du chantage, etc. Malheureusement, les gens qui accusent les autres
d'avoir corrompu, d'avoir fait ceci ou cela, lorsqu'ils arrivent à la justice, au lieu d'amener des preuves et demandent que la justice leur donne des preuves. Vous avez vu M. Fayoulou à la Cour constitutionnelle. C'est lui qui vient accuser qu'on lui a volé la victoire, mais il attend que la Cour aille chercher pour lui des preuves. Je note 3 leçons de cette élection. 3 signaux, je vais dire. Le premier signal que l'équipe Kadima a lancé à travers ces élections des gouverneurs, c'est la transparence dans l'organisation. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu les gens qui sont habitués à passer par des fraudes, aller passer leur temps devant le Parlement, comme pour dire qu'ils ne veulent pas de la loi. Ils ne veulent, non. La véritable motivation, c'est quoi? Ils ont vu en l'avènement des Kadima la fin de leur aventure. C'est quoi leur aventure? C'est des gens qui ne se faisaient jamais élire. Ils avaient d'autres méthodes, d'autres canaux. S'il vous plaît, non, je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. Et donc, s'il vous plaît. Sinon, je devrais... Maintenant. Alors, pour revenir au sujet. S'il sort du sujet, je réponds. Je reviens. Vous savez pourquoi j'ai parlé de la transparence? Parce que j'ai vu, même certains candidats de l'Union sacrée se faire battre à ces élections. J'ai vu. J'ai vu au Sankourou, par exemple, un candidat de l'Union sacrée être battu. Et l'Union sacrée n'en a pas fait un problème. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de la transparence. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec votre collaborateur qui a établi votre canevas, excusez-moi, qui ne connaît... Je ne peux pas dire qu'il ne connaît pas, mais qui a semblé ignorer le rôle des Kadima. Vous avez déjà proposé le rôle de fonction. S'il vous plaît. On va voir. Qui a semblé ignorer le rôle des Kadima, le rôle des Nanga en tant qu'organisateur des élections. Je ne sais pas pourquoi quand il y a corruption, on va lier la corruption à Kadima. Kadima n'a pas un détecteur qui voit que non, les silos là avec lesquels a voté M. Tony a été corrompu. Pour terminer. L'élection s'est passée dans la transparence la plus totale. Les élus l'ont été par la voie la plus légale. Les députés qui ont donné mandat à ces gens-là ne s'en sont pas redits. Très bien. Ils assument leur choix. Je pense qu'on doit passer à autre chose que continuer à développer des choses pour lesquelles on n'a pas de preuves. On a terminé cette émission, mais quel succès. Il nous reste 4 minutes. Alors, parce qu'il nous reste 4 minutes, on prendra 1 minute pour tout le monde, et puis on va s'arrêter là. On a fait 1h17 minutes, donc il ne reste plus que 3 minutes. Vous avez la parole. Je commence avec vous, Tony, et puis monsieur. Il voulait m'interrompre quand je parlais. Non, alors dans ce cas, c'est avec vous que je commence. Non, prenez vos 1 minute, et puis Tony va clôturer l'émission. Alors, oui, 1 minute, hein, top chrono. Les élections des gouverneurs ont aussi lancé un autre signal. Les gens ont dit ici que l'Union sacrée était déchirée, que l'Union sacrée n'existait plus, mais vous avez vu que l'Union sacrée a gagné ces élections à 80%. C'est un signe que l'Union sacrée, entre l'Union sacrée et le peuple, il y a connexion, il y a proximité, il y a entente. Et c'est pas le peuple qui a voté. Non, mais attends, le peuple a voté. Mais les députés représentent qui? Les députés, s'il vous plaît. Le peuple a déjà les députés est un élu, il est représentant du peuple. Oui. Lorsqu'un député a voté, il a engagé son fait plus électorat. d'une minute, hein. Non, Et si cet électorat ne se retrouve pas dans le choix qui a été opéré par ces députés-là, il allait le dire. Merci, si la population ne s'était pas retrouvée dans ce qui a été fait comme choix, M. Tony, par ces députés-là, elle allait manifester. Merci, à partir du moment, j'ai fini par là, où vous avez vu les populations improviser de masse de soutien aux nouveaux élus, ça signifie qu'elles se sont retrouvées. Merci, Célé. Monsieur Henry. Bon, je réponds 1 minute. à son dernier mot. D'accord. Quand il dit, si la population ne s'était pas retrouvée, la population allait manifester contre cette décision. Bien sûr. Mais la population quinoise ici avait manifesté contre la destruction des marchés Zando. Qu'est-ce que ces élus provinciaux avaient fait par rapport à ça? Mais c'était fait. Ils avaient cautionné cela. Donc pour dire qu'aujourd'hui, vantez vos prouesses politiques, comme j'avais dit que l'Union sacrée, ses objectifs politiques a atteint. Ses objectifs politiques. Mais les objectifs sociaux, quand il faut répondre, quand il s'agissait, il faut répondre aux besoins de la population congolaise, l'Union sacrée n'a pas répondu à ça. C'est ce que j'ai dit, je réitère encore, mais c'est Christian. Oui. Sur une terre fertile, on ne donne pas une seconde chance. Qui a Biboira? Tous ces caciques-là de l'Union sacrée-là viennent d'où?
Vous avez épousé vos minutes. viennent de FCC. Et c'est eux qui avaient amené Kabila à la chute. Très bien. Vous avez épousé votre tante. Je crois que moi, j'ai respecté, mais c'est eux n'avaient pas respecté. Non, j'ai respecté Merci, aussi. Célé. Alors, on donne la parole à Tony. Et M. Tony, terminé. Concluez l'émission. Je pense qu'il faut ici laisser la population tranquille. Le peuple a beaucoup de problèmes. Ils n'ont que faire de vos manigances, arrangements entre copains pour se partager des responsabilités, trouver les fonds pour aller à l'élection de l'année prochaine. Le peuple veut des solutions sur les questions sociales. Le peuple a faim, veut se déplacer, veut de la sécurité. Le peuple attend d'avoir des réponses à l'est du pays. Trouvez des solutions à l'est du pays. Trouvez des solutions pour le social. Arrêtez de vous complaire sur des réalisations qui ne vous permettent qu'une chose, c'est de magnifier votre ego et de justifier votre transhumance. Il faut aujourd'hui, non, il faut aujourd'hui apporter les solutions que le peuple est en train d'attendre. Maintenant, il y a une flambée des prix des biens sur le marché. Quand vous n'avez pas la parole, vous deux. Vous ne pouvez pas dire aux militaires qui ont Non, mais dansé faites là. comme Tony. Vous ne pouvez pas dire aux D'ailleurs, militaires qui ont dansé non, les militaires ne dansaient pas pour l'augmentation de son salaire. Non, ça c'est faux et archi-faux. Allez demander à ces militaires-là. Est-ce que vous pouvez faire Non, mais on comme ne peut pas faire passer. Quand le patriotisme vous anime, on ne peut pas faire passer Non, certaines non, choses. mais le mais c'est patriotisme Christian doit quand même. respecter l'État. Monsieur Tony, vous avez la parole. On conclut. On conclut. Faites comme lui, quand même. Je suis un bon disciple Mais de Joseph monsieur Kabila. Ah oui, du Oui. côté le silence. ça, Sur on la va le faire. discipline. Sur la discipline et Ah, le sur la respect, discipline seulement. le respect de l'autre et de son interlocuteur en face. Je combats vos idées, mais je respecte vos personnes et je vous laisse parler. Très bien, on Vous termine. m'avez interrompu 3 fois. Je comprends simplement que vous êtes d'une chapelle de l'intolérance et qui, malheureusement, n'aime pas écouter les critiques des autres. Je voulais chuter en disant ceci, Très bien, M. chutez. Bossembe. En vous remerciant pour votre invitation Merci. et en invitant aujourd'hui le gouvernement congolais à arrêter aujourd'hui de se complaire sur des réalisations certes importantes parce qu'elles répondent tant soit peu aux besoins des populations, mais il s'agit de gouttes d'eau dans un océan de souffrance. Il faut aller au plus urgent. Il faut aussi ce gouvernement remarque qu'il a atteint ses limites, qu'il prenne ses responsabilités, mais surtout qu'on nous prépare des élections en 2023 et que le peuple souverain tire le bilan de tout un chacun et décide par rapport aux nouvelles offres politiques qui seront. Mais dans l'urgence, s'il vous plaît, faites passer ce message à notre gouvernance. Arrêtons les massacres à l'est de notre pays et arrêtons cette mascarade, ce fiasco de l'état de siège. Merci beaucoup. Je rappelle, sur ce plateau, Célé Kanangila, vous êtes journaliste et porte-parole du CNC. Merci d'avoir répondu à toutes nos Merci, questions. Christian Bossembe. Merci aussi à monsieur Eri Massimbo. Vous êtes analyste politique, activiste pro-démocratie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Proche de l'opposition au départ, ces analyses. Merci Tony Eolo. Vous êtes Comme je l'ai été politologue, hier. communicateur du FCC. Merci d'avoir répondu C'est à nos moi qui vous questions. remercie. Avec Mesdames et messieurs, vitesse. vous avez été nombreux, vous nous avez suivis de partout à travers le pays. Avant de finir cette émission, rassurez-vous que vous vous êtes d'abord abonné et que vous avez partagé la vidéo, que vous avez liké et que vous continuez à être avec nous. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.